relance. Je relance. Je vois que ça s'est passé à l'intérieur, mais pas là. Mais on va être en direct. Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct du Cinestar aux Abîmes à l'occasion de l'avant-première du film documentaire Camarade Jean qui effectivement retrace l'histoire du mouvement nationaliste guadeloupéen à travers la vision de Louis Théodore, le personnage principal qui sera d'ailleurs présent lors de cette projection ce soir. Au programme de votre soirée sur Canal 10, Info 10, le journal local et régional et on y va tout de suite. Nous sommes le mardi 6 octobre 2020 et on débute avec ce retour sur le point Covid-19 de la préfecture et de l'agence régionale de santé qui est plutôt positif aujourd'hui. Le taux de reproduction du virus est en baisse et passe de 0,90 à 0,70. La tension hospitalière elle persiste avec 82 nouvelles personnes qui ont été hospitalisées dont 12 personnes en réanimation avec une moyenne d'âge de 65 ans. L'on compte tout de même 2 jeunes enfants de 3 et 7 ans au CHU. Et 32 patients sont en voie de guérison et ont pu regagner leur domicile. Le taux d'incidence chez les personnes âgées est de 200 sur 100 000. Il est un petit peu en hausse par rapport aux 197 estimés pour le reste de la population. 6 clusters sont toujours en cours d'investigation, dont 3 nouveaux depuis la semaine dernière. Et en ce qui concerne les décès, eh bien, les chiffres de la semaine 40 ne sont pas top du tout. On compte quand même 20 décès qui sont survenus, soit 77 morts au total depuis le début de l'épidémie. Et si vous voulez un détail, eh bien, entre le 27 et le 30 septembre dernier, 8 patients sont morts, 2 vendredi dernier et 10 dans le courant du week-end. Et on ne peut plus remonter contre les interdictions préfectorales. Les restaurateurs étaient en passe de se rebeller. Ces professionnels n'en peuvent plus et ont demandé audience pour modifier les arrêtés et leur permettre de rouvrir légalement. Une rencontre qui aura porté ses fruits avec la possibilité pour les restaurants d'accueillir le public dès demain. Le reportage d'Olivier Félix. Franchement, avec les masques, c'est pas évident. Nous avons réussi à obtenir 2 points importants, donc de pouvoir rester ouvert jusqu'à 0h, donc minuit, et puis la réouverture de nos établissements à partir de demain en respectant le protocole qui nous a été proposé, sur lequel nous avons donné aussi notre point de vue. Mais il était important de défendre 2 points stratégiques, donc je pense que ça va déjà donner une bouffée d'oxygène à l'ensemble des restaurateurs. Il y a eu un changement au niveau du nombre de personnes acceptées sur une table, donc il est passé de 10 à 6. Au niveau de la distance demandée, c'est 1 mètre entre les tables. En gros, ça ressemble un peu au premier protocole. Il n'est pas forcément plus lourd, il est applicable. Ça nous permettra de mettre en place un échelonnement au niveau du service, de pouvoir faire 2 services au lieu de regrouper les gens tous ensemble dans un restaurant, dans un créneau horaire qui est limité. Notre avis, nous, Syndipro, c'est qu'il faudrait peut-être des solutions plus drastiques si on veut voir la fin de l'année, parce que les décisions qui ont été prises aujourd'hui sont quand même assujetties au pic de pandémie. On n'est pas à l'abri demain donc d'une réévaluation du nombre de cas qui quelque part consiste à une clause de réversibilité. Donc en fait, toutes les décisions qui ont été prises aujourd'hui sont toujours assujetties à la situation sanitaire, et notre position au Syndipro, c'est qu'il faille régler d'abord cette solution, en fait ces problèmes sanitaires. Pourquoi? Parce que le problème est encore récurrent. On n'est pas à l'abri d'une fermeture dans les 2-3 jours, voire la semaine prochaine. Le préfet a été sensible à cette donnée économique, mais comme on le répète depuis le début des mobilisations que vous avez pu voir sur la semaine dernière dans d'autres secteurs d'activité, on ne peut pas soigner l'économie et la pandémie en même temps. Je pense que tôt ou tard, il va falloir qu'on fasse un choix, et là encore, je parle à nos élus. Ils sont rarement présents, pour ainsi dire, absents sur ce type de négociation. Il faudrait, je pense, un geste plus fort. Et maintenant, je reçois Gilda Gonfier, qui est directrice adjointe à la culture à la région Guadeloupe. Bonsoir, Madame Gonfier. Bonsoir.
Alors expliquez-nous un peu votre rôle dans la réalisation justement de ce documentaire. Quel a été l'apport de la région? Alors la région soutient fortement l'industrie cinématographique et notamment la production. Et donc ce film, Camarade Jean, de Franck Salin, a été sélectionné par le comité de lecture de la convention CNC, Centre national de la cinématographie, l'État et la région à hauteur de 20 000 €. Donc voilà, dans l'économie de l'audiovisuel et du cinéma, c'est important que les collectivités publiques accompagnent les réalisateurs et les maisons de production afin de permettre aux Guadeloupéens de découvrir des films, et particulièrement ce film que l'on va projeter pour la première fois ce soir en public. C'est important, il est déjà passé, c'est vrai, en télévision, mais la projection en public, en présence du réalisateur et en présence des principaux protagonistes est, de mon point de vue, absolument nécessaire et importante. Surtout qu'en ce moment, on peut difficilement se retrouver ensemble et partager des choses importantes. Donc là, je suis très heureuse d'être là ce soir et très heureuse de connaître la réaction de Franck Salin, qui a déjà accompagné le film en Martinique et qui a remporté d'ailleurs le prix du public en Martinique et qui va le présenter ce soir au public en Guadeloupe. Alors est-ce que vous comprenez l'engouement justement qui s'est déclenché autour de cette production? Ça fait partie de notre histoire et on a besoin de se raconter nos histoires par en plus un Guadeloupéen. Franck Salin est un Guadeloupéen, son père est l'un des protagonistes de cette histoire qui n'est pas si vieille que ça, les années 80. Et donc et la personnalité de Camarade Jean, qui n'est pas une personne au sens populaire que tout le monde connaît et qui est plutôt connue des personnes du mouvement nationaliste. Je pense que c'est important pour les générations d'aujourd'hui, de maintenant, de découvrir cette histoire et ces protagonistes qui sont présents et qui continuent le travail d'ancrage dans le territoire. Et ce portrait d'un homme avec de fortes convictions et qui a choisi la terre et de soutenir les paysans. Enfin, moi, en tant que Guadeloupéenne, je suis vraiment très heureuse de cet épisode et j'espère qu'il y en aura d'autres et que l'histoire sera racontée de façon plurielle par différents protagonistes, parce que c'est vrai que là c'est un point de vue, c'est daté dans le temps aussi. Le film s'arrête à mon avis après un peu après Hugo et donc oui, j'invite le public qui ne l'a pas encore vu à le voir. Et est-ce que la région justement va s'axer sur le financement, parce qu'on sait que réaliser des films ça coûte extrêmement cher? Est-ce que la région se portera un peu garant de ces producteurs qui veulent mettre en lumière justement des personnes un peu inconnues de notre histoire, comme ce fameux Camarade Jean? Oui, le rôle de la région c'est de mettre en place des dispositifs. Nous en avons deux, donc le fonds CNC est à région, qui est celui dont a bénéficié Franck Salin pour faire le film. Il y a aussi le fonds régional avec le protocole Canal+, qui a permis aussi la réalisation de plusieurs films. Et on a une année assez exceptionnelle parce que le calendrier des productions fait qu'en 2020, on sort près de 10 films au public cette année, dans cette année très particulière. Moi, je ne crois pas au hasard. Je pense que c'est le travail et la concordance aussi de plusieurs énergies et synergies qui fait qu'aujourd'hui, on a cette moisson de films. Mais ça ne fait que commencer, ça va continuer. Les prochains dépôts sont pour le 14 janvier sur le fonds CNC. Et l'équipe en région, Madame Badia, Madame Kelly Palmin, Madame Marilyn Lavorie, Madame Erika Jazor, voilà, tout le monde est à pied d'œuvre pour soutenir l'industrie cinématographique. Très bien. Alors, diffusion ce soir donc au Cinestar. Il y aura d'autres diffusions prévues? Peut-être dans les écoles aussi? Alors oui, de toute façon le film est sorti, il va, je pense, avoir une belle vie dans les festivals, ça a déjà commencé. Donc là il a été diffusé sur Guadeloupe la première, mais je lui souhaite une longue vie et oui, je pense qu'il faut en effet que le rectorat, l'éducation nationale s'empare de ce film et raconte aux jeunes générations notre histoire. Nous avons une belle histoire. Est-ce que vous la connaissiez, vous, cette histoire? Je la connaissais, mais de voir les personnes et de les entendre témoigner, à mon avis, c'est absolument impératif et nécessaire. Il ne faut pas juste la lire dans les livres ou l'entendre raconter par ses parents. Il nous faut de plus en plus de films. Et ça viendra? Oui, très certainement. Merci beaucoup, Madame Gonfier, en tout cas. Merci. Et justement, les restaurants vont ouvrir à compter de demain. Est-ce que vous pensez vous y rendre, vous?
Alors là, la question piège. Moi, évidemment, je suis ravie parce qu'ils ont beaucoup souffert. Et puis, on est dans un cinéma. Ce soir et ce cinéma, donc je porte le masque, vous aussi, on va regarder le film masqué, mais je pense que c'est important malgré cette période de crise, c'est une forme de résistance que de garder quand même des espaces ouverts où les gens puissent se rassembler et partager ensemble des choses importantes. Donc oui, bravo, voilà. Alors justement, comme on vous le disait, à compter de demain, les restaurants pourront de nouveau recevoir le public avec de grosses restrictions par contre. Mais êtes-vous prêts à vous y rendre? Les réponses dans ce micro-trottoir de Stanley Manicor et Maxime Morel. Il n'y a pas de souci, dès qu'il y a les gestes barrières. Retourner au restaurant, oui, je pourrais, puisque je ne vois pas l'inconvénient. Je vais vous dire que je ne vais pas au restaurant, je vous dis ça franchement, je ne vais pas au restaurant. Ce n'est pas un endroit que je vais. Oui et non. Pour l'instant, j'aime pas trop les restaurants, mais enfin bref, oui, pourquoi pas. Mon mari fait de trop bons repas pour que je puisse aller au restaurant. Bien entendu, c'est évident, bien sûr. C'est des choses qui nous manquent tous les week-ends ou presque, on va au restaurant. Donc, Le restaurant, ça reste un moment de plaisir. Et les gens, ils ont besoin de ça. Je vois pas le problème. Il y a des gens qui portent des masques, il y en a qui ne portent pas. Donc voilà, enfin, s'il y a des mesures de distance de sécurité, je ne vois pas l'intérêt de ne pas aller au restaurant. On devrait ouvrir aussi les cafetiers, les débits de boissons. Ils ont le droit de vivre comme tout le monde. Quand ils mangent, ils l'enlèvent, mais si c'est pour aller aux toilettes ou pour marcher, ils vont le remettre. on est dans un endroit où c'est ventilé, on est sur les terrasses tous. On est moins confinés qu'ailleurs. Si c'est accepté pour un, je ne vois pas pourquoi ça ne devrait pas être accepté pour l'autre, alors que bon, ça reste toujours les mesures, pour moi, les distances de sécurité, les mesures de sécurité, du moment où c'est respecté, je ne vois pas l'avantage, l'inconvénient de fermer ou de fermer certaines structures ou de rouvrir certaines d'autres. Moi je plains les cafetiers, enfin les gens qui ont un bar. Voilà, moi je les plains, les pauvres, parce qu'ils vont descendre vraiment très bas. S'il n'y a pas de sortie, on est confiné chez soi ou chez les amis, donc on crée effectivement des groupes et effectivement là ça peut se développer. Oui. C'est un moyen, c'est le seul moyen qu'ils ont pour gagner leur vie. Donc si on ferme leur restaurant et leur bar, ils vont perdre de l'argent. Les gens, il faut qu'ils travaillent pour faire de l'argent, pour être payés, pour faire vivre leur famille, ils en ont besoin. Il y a tellement de choses, on nous dit tellement de choses qu'il n'y a pas de vérité dedans. C'est une histoire de nous, je sais pas moi, nous amener un bateau. Les restaurateurs sont là pour gagner leur vie. Donc si les gens qui avaient l'habitude d'aller dans les restaurants, ils vont continuer à y aller pour permettre à ces gens-là justement de survivre. Mais je crois au niveau finance, les pauvres, je les plains parce qu'ils vont en prendre plein la gueule. Donc dès demain, les restaurants pourront réouvrir avec un protocole sanitaire strict. Le port du masque sera bien évidemment obligatoire à l'entrée, à la sortie et lors de tous vos déplacements à l'intérieur du restaurant. Les tables seront limitées à 6 couverts. Il y aura également une nouveauté avec la mise en place d'un carnet qui répertorie les clients. Ça a du mal à passer au niveau de l'opinion publique. Ouverture jusqu'à minuit et les bars, eux, ne sont pas autorisés à reprendre du service. Petite interrogation, avez-vous déjà goûté un Bokit de luxe? Si ce n'est pas le cas, je vous invite à rendre visite à David Drumeau à la rue Jean-Bertrand à Pointe-à-Pitre pour une petite mise à jour culinaire. Un pari, le Bokit, une recette bien de chez nous que l'entrepreneur a revisité pour obtenir un produit de qualité. Un pari gagné puisque un magazine américain s'est intéressé à ce sandwich made in Guadeloupe. Le reportage. Grâce au Bokit, on a réussi à avoir 4 pages de parution dans un magazine quand même à portée nationale aux États-Unis, qui est un gros magazine. Donc voilà, c'est une fierté pour moi, dans un premier temps, c'est vrai, je ne vais pas m'en cacher, mais c'est surtout une fierté pour la culture guadeloupéenne et les arts culinaires guadeloupéens et antillais en général. Il ne faut pas oublier que le tacos, c'est un peu la même chose. Je veux dire, voilà, donc chaque région, chaque pays a ses spécificités et c'était juste à nous de les mettre en avant parce qu'on a beaucoup de choses, beaucoup de trésors de notre gastronomie qui sont enfouis, qui ne sont pas mis en valeur et qui ne demandent qu'à être mis en avant pour rayonner à travers le monde entier. Il ne faut plus qu'on ait de complexe par rapport à ça. Il n'y a pas de raison que les tacos inondent le monde entier et que le Bokit demain ne soit pas partout dans le monde entier. C'est une spécialité culinaire de la Caraïbe en plus, donc c'est pas simplement la Guadeloupe.
je pense que ça rayonne au-delà de la Guadeloupe, c'est vraiment caraïbéen. Donc pour moi aujourd'hui, c'est une fierté d'avoir mené une si jeune enseigne comme Bokit de Luxe à rayonner aux États-Unis sur un marché. Depuis, je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui ont maintenu la tradition du Bokit chez elles, dans les voitures. C'est grâce à elles aussi que je suis là. David Drumeau n'a pas inventé le Bokit, je me suis juste permis de le réagencer, de le réinventer un peu. Mais aujourd'hui, je tiens vraiment à remercier tous les cuisiniers, toutes les personnes qui chez elles le samedi faisaient des Bokits et ont fait perdurer cette tradition du Bokit. Aujourd'hui, c'est important de mettre en avant notre culture et aussi de mettre en lumière les gens qui dans leur coin tiennent cette tradition. Et aujourd'hui, s'il y a Bokit de Luxe, eh ben, c'est parce qu'il y a eu des voitures, des vendeuses. Donc aujourd'hui, je profite de l'antenne de Canal 10 pour remercier toutes ces personnes inconnues qui ont œuvré pour le Bokit depuis 30-40 ans. Et il a un petit bacon steak avec une petite sauce au miel qui est excellente, je vous la recommande. Et pour faire face à cette période de disette induite par la crise Covid, les chefs d'entreprise se sont vus contraints de contracter des prêts garantis par l'État ou non, des avances financières qu'il faudra rembourser dès l'an prochain, en plus des charges sociales et fiscales qui sont maintenues. Pour Philippe Khalil, expert comptable, les pertes de chiffre d'affaires tourneront autour de 25% et non 15% comme annoncé par les économistes. Des bilans désastreux en perspective qui annoncent une vague de fermeture d'entreprises. On l'écoute au micro de Michel Depape. Le système d'aide qui a été mis en place fait que les entreprises vont se retrouver très endettées. Elles seront très endettées et avec des fonds propres encore plus faibles, puisque l'arrêt d'activité va générer quoi? Va générer en fait des pertes. Si vous perdez, l'IEDOM a évalué à 15% en moyenne les pertes de chiffre d'affaires. Moi, j'estime que ce sera encore plus parce que nous ne sommes pas, le 4e trimestre n'est pas terminé. Et si le phénomène continue, nous aurons peut-être 20 à 25% de pertes de chiffre d'affaires. Avec 25% de chiffre d'affaires, ce sont des pertes annoncées. Donc les bilans seront désastreux. Les fonds propres seront encore moins bons. Et les entreprises devront rembourser en 2021 toutes les aides qui sont basées sur des systèmes d'emprunt, le prêt garanti par l'État, il faudra le rembourser, les différés de remboursement des prêts en cours, il faudra les rembourser, les cotisations sociales et fiscales, si elles ne sont pas annulées, il faudra aussi les payer. Les entreprises auront beaucoup de mal en 2021. Et là, il y aura 2 poids 2 mesures, des entreprises qui pourront et des entreprises qui vont disparaître. Pour être efficace, il faudrait que les plans de relance qui sont annoncés soient de véritables plans de relance, qu'on puisse rétablir la confiance. Aujourd'hui, les chefs d'entreprise n'ont pas de visibilité. Qu'on nous laisse travailler. Il faut nous laisser travailler avec, bien sûr, toutes les mesures de sécurité et de protection nécessaires des salariés et de la population et de la clientèle. Mais il faut laisser les gens travailler. Je crois que c'est l'essentiel parce que faire des stop and go, arrêter brutalement l'économie, c'est comme une machine qui aura du mal à... C'est pas sûr que la machine pourra redémarrer. En tout cas, pour certaines entreprises, les machines ne redémarreront pas. Notre département est placé, vous le savez, en niveau d'alerte maximale, ce qui dessert grandement l'activité touristique. Les tours opérateurs annulent les réservations à tour de bras. Difficile de séduire quand vous êtes pointé du doigt comme père de circulation d'un virus. En tout cas, le CTIG compte sur nos voisins et mise sur le tourisme interilles et intérieur. On écoute la présidente du comité du tourisme de Guadeloupe, Sonia Taille-Pierre. Depuis la Covid, on peut dire que c'est un département, le département de la Guadeloupe a très été touché. D'autant plus aujourd'hui, nous sommes en liste rouge, nous sommes en zone rouge. Et c'est vrai que nous avons beaucoup souffert de cela, et notamment les socioprofessionnels, notamment les restaurants. Vous avez entendu encore aujourd'hui, ils ont arrêté l'ouverture des restaurants. Je pense que ça va changer d'ici demain, mais c'est vraiment, la Guadeloupe a fortement été touchée par cette pandémie. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas attendu que les choses aillent mieux. Nous avons pris de l'avant. Donc d'ici novembre, nous allons relancer une promotion touristique, c'est-à-dire sur toutes les chaînes télévisées, notamment sur les chaînes télévisées aussi qui parlent de tout ce qui est voyage.
Nous allons aussi dans le digital aussi, pour faire une promotion sur le digital, faire une promotion sur les réseaux sociaux pour que dès que les choses seront reprises, que nous soyons vraiment au pied d'appel pour pouvoir démarrer cette saison touristique. Alors je ne sais pas votre question si elle dépend par rapport à la pandémie, mais moi ce que j'aimerais dire c'est que les Guadeloupéens ont changé leur fonctionnement. Les Guadeloupéens voyagent beaucoup, que ce soit au niveau de la croisière ou au niveau de la découverte du monde, les Guadeloupéens voyagent beaucoup. Mais aujourd'hui avec le Covid, les Guadeloupéens ont réappris à profiter de leur île, à profiter de la Guadeloupe. Et c'est pour cette raison que le CTIG, au mois de juillet-août, nous avons fait une promotion vraiment sur le département, sur le territoire guadeloupéen et aussi sur la Martinique. Et donc on a appris aux Guadeloupéens à redécouvrir les îles. Et ça a permis aux restaurateurs de pouvoir travailler pendant 2 mois. Et on part sur le front social avec la mobilisation des salariés de la société Nicolin, spécialisée dans le ramassage d'ordures ménagères. Un mouvement pour contester la perte de leurs avantages, actuellement remis en question par la direction pour des raisons financières. La faute à de gros clients comme la CSBT qui à elle seule devrait plus de 14 millions d'euros. Le reportage d'Olivier Félix. Nous mobilisons vendredi, finalement nous avons directement dit parce que nous avons demandé un changement de gouvernance. La directrice actuelle là, que nous n'y là, par la hauteur de mission dans la mesure que rien nous ne peut pas obtenir rien, seule réponse nous, c'est que la CSBT a doué 14 millions d'euros. Ce qui sont en réalité la CSBT pas qu'à payer. Mais c'est travail de chercher les moyens pour nous doit nous. Donc on est là. Même si les salaires maintenus, mais aucun autre avantage pas payé. Donc nous avons tout avantage à nous sur cette base, quelqu'un dit nous la CSBT pas payé. Donc nous ne pouvons pas continuer à accepter ça. Si par hauteur à travailler, qui a fait des dizaines d'années ça a existé, que madame là, pas qu'à faire ça, il n'y a fait. Par contre, pour des avantages, puisque fille a travaillé ici pour des avantages pour fille, il ça obtenu. Donc, nous décider de dire, nous pas demander licenciement ni FIA dans la mesure que c'est pas nous sommes une organisation syndicale, mais comme il parle à hauteur des fonctions, nous commandons les détacher à donner notre sorte, mais pas en Guadeloupe. Comme là, nous pas ni interlocuteur en Guadeloupe, puisque nous ne voulons pas face à des éveils, donc nous commandons nous en relation avec la direction générale qui est basée en métropole et que bon il y a fait une délégation pour venir et entre temps il y a proposé nous des solutions par audio et vidéoconférence. Non, nous pas ni pour service minimum nous assurer. Voilà, nous savons que ça cause un gêne. Nous savons en Guadeloupe, c'est le lot, souvent pas barrer la rue, souvent pas mettre en difficulté. Pas monde pas occuper préoccupé de la situation là. On a rappelé que depuis vendredi, toutes les maires de la CSBT, en fait, c'est-à-dire de Bouillante jusqu'à Trois-Rivières, savent que nous en grève. Pas ni pas élus pour jamais décider de préoccuper eux, même pour qui raison nous en grève. Pas ni pas élus, j'ai levé le petit doigt. Alors il faut prendre responsabilité aussi, nous comprenons nous. Et nous sommes donc toujours au Cinestar, en direct avec Monsieur Jean-Pierre Sainton. Bonsoir Monsieur Sainton. Bonsoir. Alors pourquoi êtes-vous venu à cette projection ce soir ? Je suis venu à la projection parce que j'y étais invité d'abord, mais aussi parce que je pense que c'est un moment important. C'est le film, bien sûr je l'ai vu déjà par la télévision, mais c'est une très belle composition. D'abord je pense que c'est une belle œuvre. Et aussi le sujet est fondamental puisque c'est à travers l'histoire d'un homme, l'histoire de deux générations, 3 générations même, de gens qui ont cru et qui croient dans l'émancipation de leur pays. Et c'est un exemple. C'est des idées que vous partagez ? Complètement. Complètement, mais je crois que comment on peut être contre le contraire de l'indépendance, c'est la dépendance. Est-ce qu'on peut être pour la dépendance aujourd'hui d'un peuple, d'un pays? C'est pas possible. Donc de toute façon, on peut discuter sur les voies, les moyens, les termes, etc. Ça c'est autre chose. Mais fondamentalement, et c'est ce que ce film montre, c'est ce que cet exemple montre, il y a une foi, il y a une volonté d'émanciper la Guadeloupe, après tout ce que notre peuple a connu depuis l'esclavage. Vous pensez qu'on est de retour Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que depuis l'esclavage, c'est-à-dire depuis la période de l'esclavage où nous avons été des objets,
il nous faut nous émanciper, être nous-mêmes et trouver notre propre voie dans notre propre pays pour nous développer. Voilà, et je crois que l'exemple qui est montré, c'est-à-dire l'exemple de Jean Théodore, est un des exemples majeurs de cette volonté-là que beaucoup de Guadeloupéens ont partagé dans le passé et partagent encore. Et vous êtes pour le fait justement de mettre en lumière toutes ces personnes qui ont lutté et qui finissent dans l'oubli d'une certaine façon? Il faut les mettre en lumière, il faut multiplier les œuvres de ce type, il faut aussi d'autres œuvres, il faut que ces œuvres, parce que quand elles existent, à mon avis, elles permettent à des générations nouvelles et même à des générations qui ont vécu eux-mêmes ces événements de voir les choses. Tant que les choses ne sont pas extérieures, ne sont pas exprimées, elles n'existent pas. Donc il faut les faire exister. Bonne projection en tout cas. Merci. Et voilà, on va continuer notre petit tour. Est-ce que tu peux me rejoindre, puisqu'il y a pas mal de personnes qui ont été invitées justement pour cette avant-première. Bonsoir monsieur. Bonsoir Ludovic Tolassi, je ne m'attendais pas justement à vous voir ce soir pour cette avant-première. Vous avez été invité, c'est un film qui vous parle? Oui, et puis bon, après, on va dire, lorsque M. Salin produisait le film, on a un peu participé au documentaire, donc vous allez sûrement voir des petites apparitions de M. Chipotel et de moi-même qui se cachent là dans la foule. Et puis voilà, on est là, et puis surtout pour souligner le travail qui a été fait par ce réalisateur guadeloupéen. Donc on a toujours dit, toute forme de combat, de militantisme. Ce documentaire est une forme de militantisme, est une forme de combat. Donc il était important pour nous de se retrouver là ce soir. D'accord. Vous pensez que c'est anodin justement que ces films sortent dans des périodes sociales très mouvementées? Anodin, on va dire, chaque chose se fait en son temps. On est dans une période où on a l'impression, un peu comme les planètes qui se mettent en place, que les choses se mettent en axe de façon à pouvoir faire comprendre aux Guadeloupéens qu'il faut qu'ils prennent conscience. Comme on dit, à force de faire semblant d'avoir les yeux fermés, on finira par croire qu'on est aveugle. Donc à un certain moment, il faut quand même donner, on va dire, un support pour que les personnes puissent un peu se remettre, ça va parler surtout des anciens mouvements militants, le GONG, l'ARC, l'UPLG, etc. Donc obligatoirement, il est important qu'on puisse connaître vraiment l'histoire, parce que les gens ont entendu parler, on va dire, la version de l'État, mais on ne sait pas qui étaient ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait et qu'est-ce qu'ils avaient dans le cœur. Donc je pense que c'est une façon de voir un peu de l'autre côté de la barrière et de ne pas se fier à, on va dire, au rapport que nous ont fait l'État français sur ces mouvements-là. Donc il faut qu'on mette en scène justement notre histoire maintenant? Voilà. Mieux que nous, que les réalisateurs guadeloupéens, qui peuvent parler de notre histoire et qui peuvent justement, sans filtre, mettre en avant, on va dire, ces militants. On vous a assimilé un peu, on vous a comparé au GONG, à ces mouvements pendant le tournage? On nous a comparé toutes les 2 semaines à quelque chose, donc je pense qu'on est un peu un multifruit, multivitaminé. À un certain moment, les gens sauront. On en apprend chaque jour sur nous. Merci beaucoup en tout cas, Ludovic Tolassi. Allez, à bientôt. Oui, venez avec moi. Bonsoir, monsieur Salin, comment allez-vous? Très bien, et vous? Très bien, alors est-ce que vous êtes prêt pour cette avant-première? Oui, je suis très heureux. C'est plus une avant-première parce que le film est déjà passé à la télévision, mais c'est important qu'il y ait rencontre avec le public, débat, parce que c'est un film qui nous fait réfléchir sur nous-mêmes. Donc je suis vraiment très heureux que Cinestar ait tenu à le reprogrammer alors que l'avant-première avait été annulée à la fin du mois dernier. Bien. Alors justement, vous voulez vraiment pousser au débat sur une thématique quand même qui est un peu épineuse quand même. L'émancipation, c'est un gros dossier. Oui, mais on se rend compte génération après génération que les tensions ne sont pas réglées entre la Guadeloupe et la France, ce qui est normal puisque nous sommes une ancienne colonie esclavagiste, devenue colonie, après département. Donc le statut n'a cessé d'évoluer au fil des siècles et aujourd'hui on se demande vers quel chemin on prendra et c'est important pour moi que les plus jeunes générations soient au courant de ce qui s'était passé avant pour ne pas réinventer le fil à couper le beurre.
Effectivement, beaucoup de choses ont été accomplies par nos ancêtres, finalement qui tombent les uns après les autres dans l'oubli. Est-ce qu'on aura droit à une série documentaire? Est-ce que c'est le lancement d'une nouvelle tendance justement de consacrer plus de temps, plus de films à nos anciens? Alors j'espère. Ça ne dépend pas que des réalisateurs, ça dépend aussi des diffuseurs. Mais si les diffuseurs sont prêts à prendre plus de films qui traitent de notre histoire, je ne pense que ça peut nous faire que du bien. Alors justement, je parlais avec Monsieur Tolassi du timing justement pour la sortie de ce film. On est quand même en grande agitation sociale depuis des mois, voire des années maintenant. On peut dire que le film tombe à point nommé. Oui, le film tombe à point nommé, puisqu'on voit de nouvelles générations, des personnes nées dans les années 80, 90, qui remettent en question la situation actuelle et qui fondamentalement se demandent mais quel est leur avenir, quel est l'avenir des Guadeloupéens chez eux, comment on peut progresser chez soi, avoir du boulot, qui sont des questions légitimes. Donc ces tensions sont là, moi je les comprends. Mais après, moi je pense qu'il faut savoir comment nos aînés ont fait pour essayer de les régler, même s'ils ne les ont pas réglés, pour que les nouvelles générations arrivent j'espère, à des solutions. Est-ce que vous pensez qu'ils perçoivent le message? Parce que bon, depuis, on va dire que c'est un peu sadique qui a démocratisé finalement le drapeau de l'UPLG, ce fameux drapeau guadeloupéen que tout le monde arbore aujourd'hui, sans savoir finalement qui l'avait créé. Donc l'UPLG et ses personnes comme le camarade Jean. Donc l'occasion aussi d'expliquer l'histoire à nos jeunes. Oui, parce qu'au-delà des drapeaux, de l'hymne, il y a une réflexion. Il y a une réflexion derrière tout ça. Ils ont créé un drapeau, créé l'hymne qu'on connaît, l'hymne composé par Gérard Loquel. Mais pourquoi ils ont fait ça? Quelle était la démarche? C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire au-delà des symboles, il faut comprendre la stratégie, comprendre pourquoi la stratégie a échoué, puisque la Guadeloupe des années 60, quand camarade Jean et les autres lancent le gong, n'est pas la Guadeloupe d'aujourd'hui. C'est une Guadeloupe à l'époque où l'essentiel des Guadeloupéens sont paysans, ouvriers agricoles, et eux, ils veulent faire une révolution de type maoïste, comme les Chinois qui disaient qu'en s'appuyant sur la paysannerie qu'on peut révolutionner les sociétés. Mais il se trouve que la Guadeloupe a beaucoup évolué en 30 ans et dans les années 80, notre île ne ressemblait déjà plus à ce qu'elle était dans les années 60. Oui, mais pourtant, on parle toujours d'autonomie alimentaire. C'est la thématique, c'est la plus grosse thématique qui revient depuis quelques mois. Oui, parce qu'on a cédé à la société de consommation. C'était normal, hein, après tant de privations, beaucoup consommé. Moi, je comprends parfaitement qu'on ait eu cette envie. Mais moi, aujourd'hui, quand je discute avec des jeunes, de plus en plus, ils me disent non, mais on essaie de consommer local, on essaie de manger différemment, plus sainement. En tout cas, une partie d'entre eux, pas tous, ont cette envie de manger sainement. Et pour ça, il faut qu'il y ait des agriculteurs, des distributeurs qui leur permettent d'avoir une nourriture saine. Alors les ancêtres, justement les aînés, ont un peu raté le coche finalement. On est passé des années 60 où on avait des hommes très vaillants qui étaient prêts à prendre leur indépendance. Finalement, petite arnaque avec la départementalisation. Mais toutes ces années après, on voit qu'on rebascule un peu dans ce mouvement autonomiste, pas indépendantiste, mais là on parle plus d'autonomie un peu tous les jours. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci on y parviendra ou bien on ratera le coche encore une fois? Honnêtement, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a de plus en plus de personnes formées, de personnes compétentes, capables d'assumer des responsabilités. Alors c'est vrai qu'on critique toujours notre difficulté à faire ensemble, la division, c'est vrai que ça existe, mais moi j'ai bon espoir. Après, est-ce qu'on y arrivera? Je ne sais pas, mais pour moi c'est pas impossible, puisque dans beaucoup de pays dans le monde, y compris dans la Caraïbe, les gens arrivent à gérer leurs propres affaires. Mais quelle forme institutionnelle ça prendra? Est-ce que ce sera une indépendance, une autonomie, un autre statut? On se rappelle Lucette Michaud-Chevry, Marie-Jeanne et Karam, ils avaient proposé au début, ils avaient fait la déclaration de Basse-Terre au début des années 2000, mais ça n'avait pas marché. Mais voilà, je pense que l'histoire est en cours, elle ne va pas s'arrêter comme ça.
Alors, on sait que vous revenez à peine de la Martinique, vous avez été présenté justement ce film documentaire. Comment a-t-il été accueilli ? Il a été très bien accueilli. Camarade Jean a reçu le prix du public. Il a reçu le prix du public. Pour chaque film, les spectateurs avaient des bulletins. Et c'est Camarade Jean qui a reçu le plus de bulletins favorables. Alors que c'est un film guadeloupéen. Oui, mais ça leur a parlé parce que vous voyez ce qui se passe depuis. Oui, et puis vous voyez ce qui se passe depuis quelques mois en Martinique, les jeunes qui cassent les statuts, font des déclarations pour justement exiger leur place chez eux. Donc ça leur a parlé quand ils ont vu ça et ils ont appris beaucoup de choses aussi puisque c'est une histoire que la plupart d'entre eux ne connaissent pas non plus. Donc projection aujourd'hui au Cinestar, est-ce qu'il sera intégré peut-être dans les programmes scolaires vu qu'on n'a pas de documentaire en fait sur nous-mêmes en fait? Je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas si ce film sera présenté aux scolaires, puisque nous sommes français, dans un système français. Est-ce que l'éducation nationale voudra présenter le combat de ceux qui... L'histoire, c'est l'histoire, mais vous savez, parfois il y a des résistances, donc je ne suis pas sûr. Peut-être, on peut être optimiste, mais pour que ça se fasse, il faudra que des enseignants fassent pression. Ça ne se fera pas comme ça, parce que l'histoire présentée, c'est une confrontation avec l'État. Je ne suis pas sûr que l'éducation nationale ait envie de présenter ça. Est-ce que vous avez pris parti, M. Salin, ou bien vous avez vraiment fait une restitution historique? Je n'ai pas pris parti. J'ai vraiment donné la parole aux leaders, aux fondateurs du mouvement indépendantiste. Donc je leur ai laissé raconter leur histoire. Vous verrez dans le film, on ne me voit pas. Après, bien sûr, j'ai mon opinion, mais Quand on vient d'une famille d'indépendantistes, oui. Voilà, j'ai mon opinion, mais je voulais surtout leur donner la parole parce qu'ils ont, après tout ce qu'ils ont fait, à leur âge aussi, des choses à nous apprendre. Merci beaucoup en tout cas Franck Salin, on vous laisse regagner la salle puisque la projection ne va pas tarder à commencer et merci beaucoup pour cette réalisation. Il y a un énorme engouement autour de ce film. Est-ce que vous pensiez que ça allait captiver autant les Guadeloupéens ? Non, pas à ce point. Je savais que ça aurait intéressé, mais je ne pensais pas que ça aurait captivé à ce point, non. Donc, oui. Donc il faut qu'on raconte notre histoire. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. Sur Canal 10, vous le savez, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. En attendant, passez une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Et on se retrouve demain. Bisous, bisous.